À toutes et tous, chers collègues, nous reprenons nos travaux aujourd'hui en approfondissant notre étude de la politique des achats numériques des personnes publiques que nous avons engagée à l'initiative de notre rapporteur et qui nous mène au croisement des problématiques de commande publique et de souveraineté numérique. Nous constatons au fil de nos auditions une grande ambivalence de la part de nos interlocuteurs qui, malgré une doctrine de l'État en la matière très claire, s'agissant notamment de l'hébergement souverain des données, persiste à s'en éloigner de peur de modifier des usages anciens ou au prétexte de l'absence de solutions équivalentes à celles proposées par des acteurs étrangers soumis à des législations extraterritoriales. Le cas du Health Data Hub, plateforme des données de santé, est à ce titre emblématique. Ce groupement d'intérêt public a été institué par la loi du 24 juillet 2019 pour, je cite, « mettre à disposition les données du système national de santé et promouvoir l'innovation dans l'utilisation de celles-ci en constituant un guichet unique pour y accéder ». Depuis sa création, un choix à la fois technique et politique réalisé à l'époque fait l'objet de critiques récurrentes, celui d'héberger sa plateforme sur Microsoft Azure et non une solution souveraine. Depuis cette date, malgré de nombreuses promesses, aucune migration n'a été engagée. Nous avons eu l'occasion d'interroger d'autres acteurs au cours des semaines passées qui ont bien évoqué le plan de réversibilité, mais qui nous ont confirmé qu'en effet, cette migration n'était pas opérationnelle pour l'instant. Pour échanger avec nous sur ce sujet, nous recevons donc Madame Stéphanie Combe, directrice du HDH. Je vous informe que cette audition sur décision de notre commission sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur le bouton de votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Je vous laisserai dans un premier temps présenter brièvement la genèse, le rôle et l'organisation du HDH, sachant que sa création a été quelque peu perturbée par la crise sanitaire et que sa montée en puissance l'est tout autant par cette question de sécurité des données. Ainsi, le rapport Marchand-Harvier sur les données de santé de 2023 indique que le choix d'Azure, je cite, « obère la capacité du HDH à assurer sa mission fondamentale de mise à disposition des données de la base principale du système national des données de santé ». Ce constat est-il, selon vous, toujours d'actualité ? Nous avons cru comprendre que l'outil juridique sur lequel repose l'hébergement du HDH auprès de Microsoft Azure est une commande réalisée auprès de l'Union des groupements d'achats publics, l'UGAP. Il nous serait donc utile que vous puissiez nous expliquer quel est le sourçage ou l'étude préalable qui a été conduite à l'époque avant de retenir cette solution, selon une procédure certes conforme au droit de la commande publique, mais moins transparente qu'un appel d'offres. De nombreux acteurs de premier plan indiquent ne pas avoir été sollicités. Depuis cette date, le paysage technologique a évolué, tout comme les solutions sur le marché. Qu'en est-il de la situation actuelle ? Vous pourrez nous indiquer si, selon vous, Microsoft avait 6 ans d'avance sur les solutions européennes et si le différentiel capacitaire et fonctionnel est tel qu'il ne peut toujours pas être comblé. L'article 31 de la loi SREN du 21 mai 2024 prévoit que tout hébergement de données d'une sensibilité particulière, dont font évidemment partie les données de santé, doit être préservé des législations extraterritoriales permettant notamment à l'administration américaine d'accéder aux données qu'il stocke sans en informer la personne concernée. Vous pourrez nous indiquer quel est l'état de vos réflexions pour que le HDH se mette en conformité avec cette obligation législative. Cela renvoie sans doute à l'annonce du lancement d'un appel d'offres faite par la ministre Clara Chapaz à l'Assemblée nationale le 8 avril dernier pour faire migrer le HDH sur un hébergeur sécurisé. Êtes-vous en mesure de nous dire davantage de choses sur ce sujet, de nous informer plus précisément? Nous serions notamment intéressés par les conditions d'exigence de la qualification Secnum Cloud dans ce cadre. Je vous laisse maintenant la parole pour un propos liminaire de 10 à 15 minutes
Et je vous rappelle que si vous estimez que des éléments qui vous sont demandés sont couverts par le secret des affaires, vous pouvez refuser de les fournir dans le cadre de la présente audition publique. Vous devrez toutefois nous les communiquer par écrit dans les meilleurs délais. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, tout comme nos collègues membres de la commission d'enquête, que je remercie pour leur présence fidèle depuis le début de nos travaux. La parole est à vous. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, et merci de me donner l'occasion de présenter les actions du SDTEP. Dans le cadre de vos travaux, vous avez cité un très grand nombre d'aspects, donc je ne sais pas si je vais pouvoir tout couvrir là en 10 minutes, mais vous allez m'interroger, je présume, pour clarifier mes propos. Peut-être juste à titre introductif, donc vous l'avez rappelé, le SDTEP est une structure publique assez récente. Elle a été créée il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant par la loi et elle résulte d'une volonté commune de à la fois contribuer à faire de la France un compétiteur en matière de recherche en santé, aussi faciliter l'accès à des données de santé qu'on juge très intéressantes en France, riches, mais parfois aussi difficiles d'accès et difficiles à exploiter. Et enfin, attirer le meilleur parti de l'innovation numérique et en particulier de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce contexte, on a créé du coup cette institution et une série de services tout en agissant de manière très rigoureuse dans le respect du Code des marchés publics. Et également, ce qu'on souhaitait, c'est avoir des résultats concrets, utiles et impactants rapidement. Notre priorité depuis la création du Hub a été de fournir un service à l'état de l'art pour les chercheurs, donc à la fois en fournissant une offre technologique avancée, mais aussi avec un très haut niveau d'exigence en matière de sécurité, eu égard aux données dont on est en train de parler, données de santé, certes pseudonymisées, mais des données de santé. Les choix technologiques qui ont été faits ont toujours été réversibles dès le démarrage, et ça, je pourrais y revenir. On a, tout au long de ces dernières années, établi des états des lieux du marché, mis à jour ces analyses, on les a documentées, partagées. Et on a contribué aux travaux de la DINUM, et je pourrais également y revenir, sur leur politique de soutien aux acteurs du cloud français pour qu'ils développent les services manquants par rapport aux hyperscalers américains que vous avez évoqués. L'ambition est évidemment de migrer vers une solution souveraine, mais on souhaite collectivement que cette solution souveraine, elle soit au moins aussi sécurisée que la solution actuelle, eu égard aux enjeux de protection des données de santé dont on se parle là. Si je reviens très rapidement sur la genèse, elle fait suite au rapport, la création du SDTEP fait suite à la publication du rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, vous vous en souvenez peut-être, qui préconisait pour développer l'intelligence artificielle de mettre en place des grandes plateformes de partage de données dans des secteurs stratégiques, notamment la santé. Donc c'est dans ce contexte-là que la décision a été prise de créer la structure, une des actions de la stratégie présidentielle pour l'intelligence artificielle lancée en 2018. Sur nos missions, pour les résumer rapidement, parce qu'elles sont assez nombreuses dans la loi, une mission évidemment naturelle de faciliter l'accès aux données de santé, qui prend des formes variées, puisqu'on parle beaucoup de la plateforme technologique, mais on accompagne également les porteurs de projets sur toutes leurs démarches réglementaires, donc on a toute une action administrative. On gère le secrétariat du guichet unique, du CESTRES, qui est le comité éthique et scientifique national. Et on produit beaucoup de documentation, de formation avec nos partenaires comme la CNIL et la CNAM pour accompagner les porteurs de projets, parce que c'est parfois un petit peu vécu comme un parcours d'obstacles que d'accéder aux données de santé pour la recherche en France. Une deuxième mission est de constituer un catalogue de données d'intérêt, donc le catalogue du SNDS, donc avec des bases diverses et variées, mais qui ont un intérêt stratégique pour la recherche. C'est avec le comité stratégique des données de santé qui est créé par la loi qu'on identifie ces bases. Le but, c'est de pouvoir les répliquer dans la plateforme technologique et les enrichir avec les données de la base principale de l'assurance maladie, pour les rendre plus intéressantes pour la recherche, et de travailler sur les conditions de partage de ces données, que ce soit des conditions contractuelles, valorisation scientifique des acteurs qui sont à l'origine de ces bases de données, valorisation économique de leurs efforts, etc., etc. Tous ces travaux-là sont menés depuis la création du comité stratégique des données de santé
dont le démarrage a été un peu ralenti par la crise sanitaire. Donc, il était prévu par la loi, mais il a été mis en œuvre en 2021. Mais ces travaux sont très nourris et vous pouvez les trouver sur notre site internet. Le comité, il est présidé par le ministre chargé de la Santé, mais c'est nous qui en assurons le secrétariat. Et vous avez énormément de livrables qui ont été produits à ce jour. Le catalogue du SNDS contient plus d'une vingtaine de bases également. Donc ces missions sont aujourd'hui en train de se mettre en œuvre progressivement, mais il fallait bien établir les conditions du partage avant que ces données puissent être partagées à tous. Troisième mission autour de l'offre technologique, donc ça vous l'avez bien en tête, fournir aux porteurs de projets des capacités à gérer les données de manière sécurisée, mais aussi avec une offre technologique importante. Il y avait déjà des projets de recherche sur les données de santé avant la création du Health Data Hub, donc on n'a pas attendu le Health Data Hub pour mettre en œuvre des projets. Par contre, des projets qui étaient intensifs en technologie, eux ne pouvaient pas se faire. C'est ça l'ambition, c'était ça l'ambition du Health Data Hub, et a priori c'est encore celle-ci aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement dynamique sur la progression des technologies. On le voit avec l'essor de l'IA générative par exemple. Dernier axe d'activité, un axe plutôt autour de l'animation de l'écosystème. On est en contact avec un très grand nombre d'acteurs qui contribuent à la production et à l'utilisation des données de santé en France. Et donc, du coup, on a la capacité de jouer le rôle de relais, y compris dans des réflexions qui se tiennent au niveau européen. Et donc, on a participé, par exemple, à mettre en place un prototype de l'espace européen des données de santé qui vise à favoriser le partage, mais à l'échelle européenne cette fois-ci. Au niveau français, on a aussi la capacité de fédérer des acteurs pour monter des consortiums ambitieux. On l'a fait assez récemment avec un projet qui s'appelle Partage, où on a réuni une trentaine d'acteurs, une vingtaine d'établissements de santé, une dizaine d'acteurs académiques, et quelques acteurs industriels comme Mistral autour d'un projet d'IA générative en santé. Pour finir sur nos missions, mais pas des moindres pour autant, nous avons un lien très étroit avec les associations de patients et nous travaillons avec la direction citoyenne qui a été créée à cet effet au sein du Health Data Hub sur l'aspect implication de la société civile par le biais de consultations, formations, informations. Pour vous résumer l'organisation, donc c'est un groupement d'intérêt public qui réunit 56 parties prenantes tout de même, donc se veut relativement représentatif de l'écosystème des données de santé, qui sont réunis en 9 collèges, et ensuite on a des instances traditionnelles dans une structure, conseil d'administration, assemblée générale, vous me direz les aspects qui vous intéressent à développer. Vous souhaitez revenir sur le choix initial de Microsoft. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre l'adresse, mais je tiens à préciser que du coup ce choix a été fait non pas par le Health Data Hub lui-même qui n'existait pas, mais à l'adresse à l'époque. Donc c'est l'adresse qui était... pardon, excusez-moi. Oui, la direction de la recherche, des études et des évaluations en santé. Direction du ministère. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, on s'y habitue au fil du temps. Mais... donc, cette direction du ministère de la Santé qui avait été chargée par la ministre de piloter la phase de préfiguration du Health Data Hub. Donc moi, à l'époque, je travaillais dans cette direction. Et j'étais chargée du coup du pilotage de ces travaux et le choix de Microsoft lui-même a fait l'objet d'un arbitrage politique et c'est la ministre qui a pris la décision à cette époque. Agnès Buzyn. Buzyn. Tout à fait. Est-ce que vous avez la date précise de ce choix? Alors la date précise, peut-être pas, mais au niveau du mois, ça doit être mars ou avril 2019. Et donc concrètement, on avait une équipe projet au sein du ministère qui impliquait à la fois des membres de la DSI du ministère, enfin un membre de la DSI du ministère, un expert en cybersécurité. Et on travaillait aussi avec les autres services compétents sur nos sujets, comme le service des achats de l'adresse. Ce que nous avons fait assez rapidement, c'est monter un comité technique avec les acteurs compétents, donc des représentants de chercheurs, de start-up, l'assurance maladie, des représentants d'établissements de santé pour établir les fonctionnalités cibles qui ont par la suite été publiées sur le site de l'adresse également.
donc la direction dans laquelle je travaillais. Notre objectif était donc bien de mettre en œuvre des environnements de travail pour les chercheurs élastiques qui pouvaient s'adapter à des cas d'usage très différents. Parce que, par exemple, vous avez des projets utilisant des données de santé qui vont utiliser des images médicales qui représentent des très gros volumes, et puis vous allez avoir d'autres projets qui vont travailler sur des données de registre ou des données médico-administratives qui vont avoir des formats très différents. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à la fois en capacité de stockage, de calcul, mais aussi en termes de logiciels mis à disposition. Donc ça, c'est un défi technique. Associé aux exigences de sécurité, ça devient un problème compliqué. Donc, on a rencontré entre deuxième moitié de 2018 et début 2019 une dizaine d'acteurs académiques et industriels pour recueillir leurs capacités fonctionnelles et leur capacité à répondre aux exigences de sécurité qui étaient les nôtres, à savoir le référentiel de sécurité du SNDS, qui est publié par arrêté, vous pouvez consulter son contenu, mais également la certification HDS, qui n'est pas normalement obligatoire dans notre contexte, puisqu'on est dans un contexte de recherche, et que la certification HDS, normalement, est prévue pour l'usage primaire des données, donc plutôt le soin, mais qui a été jugé indispensable au regard du niveau de sécurité qu'on attendait pour ces données. Parallèlement à ça, les vecteurs contractuels disponibles au niveau du ministère ont été regardés, puisque la ministre avait demandé à ce qu'on ait des résultats rapides sur la mise en œuvre de ces chantiers avec une solution opérationnelle mi-2019, ce qui était particulièrement ambitieux. Et donc, conclusion des déclarations de ces différents acteurs qui ont été rencontrés, est apparu que seul Microsoft répondait aux prérequis qui étaient les nôtres. Et cette analyse comparative a été transmise au cabinet de la ministre à cette époque-là pour arbitrage. Et donc la solution qui a été retenue, vous la connaissez. Le projet est parti sur Microsoft, ce qui a été jugé pragmatique et en même temps réversible dès le démarrage, à la fois par la logique technique qu'on avait retenue pour les développements, mais aussi contractuellement. Et ça permettait de réévaluer ce choix au fur et à mesure de la montée en compétences du marché cloud français. Je me permets simplement une petite incise. On ne vous demande pas la communication là tout de suite, mais à l'issue de l'audition, de bien pouvoir nous informer de la liste précise des sociétés, des différents acteurs que vous avez pu solliciter, rencontrer entre, je reprends vos termes, entre le deuxième semestre 2018 et le début de l'année 2019. Très bien. Donc voilà peut-être ce que je peux vous dire pour la partie choix initial. Peut-être donc vous dire aussi sur le volet réversibilité, qu'est-ce que ça veut dire. Donc d'un point de vue technique, ce qu'on entend par réversible, c'est que les développements informatiques qui ont été faits en ce qu'on appelle infrastructure as code, c'est-à-dire un langage de programmation qui permet ensuite de déplacer le code sur un autre environnement. Alors c'est plus compliqué que ce que je vous décris bien évidemment, mais ça se veut le plus simple possible, c'est-à-dire que ce n'est pas personnalisé à l'offreur d'hébergement qu'on a choisi. Et ça, dès le démarrage, ça a été voulu comme ça. Par ailleurs, vous le savez, si vous avez discuté avec la DINUM de cet aspect, vous savez que notre projet a fait l'objet d'un audit article 3 et d'un avis de la DINUM, et donc le directeur de la DINUM de l'époque évoque bien dans son avis le fait que l'analyse de ses équipes lui confirme qu'a priori la réversibilité sera opérationnelle, on pourra être opérée. D'un point de vue contractuel, rien dans nos contrats avec Microsoft nous oblige à rester avec lui sur une certaine durée. On peut arrêter demain si on le décide. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de consommation minimum. Ça, c'est des aspects aussi qui ont été pris en compte dès le démarrage. Et sur les études de réversibilité, peut-être vous dire un petit mot de ça. Donc, la première étude de réversibilité, donc, ce que j'appelle étude de réversibilité, c'est étude de marché en gros. Donc l'idée était de voir si on était parti d'un premier constat où les entreprises qu'on avait rencontrées n'étaient pas capables de fournir les attendus fonctionnels et de sécurité. Sauf que ça peut changer dans le temps, fort heureusement. Donc assez rapidement, je crois que c'était fin 2019, on a fait la première étude de réversibilité. On l'a mise à jour en 2020,
je ne sais plus exactement à quelle date, mais on avait travaillé avec la DINUM sur cette mise à jour. Ce qu'on a cherché à faire avec la DINUM en 2020, c'est de se dire, dans la liste des services de sécurité notamment qu'on utilise chez Microsoft, quels sont ceux qui sont vraiment indispensables pour ne pas faire de la surqualité, si je puis dire, en termes de sécurité. Et donc, on a identifié, avec leur expertise, 14 services dits essentiels. Et donc, les études comparatives, elles ont été faites sur ces services essentiels, c'est-à-dire qu'on était déjà prêt à renoncer à des services dits secondaires qui sont pourtant intéressants pour ce qu'on cherche à faire. Donc, ces deux études, 2019 et 2020, elles ont conclu que le marché n'était pas mature. Ensuite, entre 2021 et 2022, on a pris un prestataire qui s'appelle B2Cloud pour mener une étude, la mise à jour de cette étude de manière plus ambitieuse. Un acteur spécialisé dans le cloud et qui pouvait interroger plus largement, y compris à l'échelle européenne, puisque nous, on avait plutôt rencontré que des acteurs français à ce stade-là, et avec une méthodologie beaucoup plus fouillée. Ils sont allés vérifier les informations des fournisseurs, ils ont posé un grand nombre de questions, ils ont eu des échanges dans lesquels nous n'étions pas. Donc l'idée, c'était aussi de rendre cet exercice le plus indépendant possible. La conclusion de cette étude était que le marché n'était pas encore mature. Et en fin 2023, la DNS a fait une étude également, dans le contexte de la demande d'autorisation qu'on a formulée sur le projet EMC2, sur lequel je pourrais revenir si vous le souhaitez. Et la DINUM a fait sa propre étude courant 2024. Toutes ces études ont confirmé que pour le moment, les acteurs avaient des difficultés à atteindre le niveau requis, surtout en matière de services de sécurité. Ceci dit, là en 2025, à partir des rencontres qu'on mène régulièrement avec les acteurs industriels, on voit bien qu'il y a une progression qui est plus soutenue probablement que les années précédentes, et qu'on a un certain nombre d'acteurs qui sont bien engagés maintenant dans leur processus de certification SecNum Cloud. Alors, je ne peux rien vous prédire, mais en tous les cas, on peut penser que certains obtiendront leur certification dès cette année, et peut-être voire même avant la fin de l'année, ce qui est une bonne nouvelle. Vous souhaitez que... alors vous m'aviez demandé pas mal de choses. Vous vouliez que je revienne sur l'annonce de la ministre, peut-être, et sur la mise en conformité avec la loi SREN. Alors, sur la loi SREN, donc, évidemment, on a bien conscience de son application, et notamment du critère SecNum Cloud, qui est le point certainement important, qui va distinguer cette exigence par rapport aux exigences précédentes. Jusqu'à présent, nous, dans le contexte dans lequel on travaille de recherche en santé, on avait le référentiel de sécurité du SNDS qui s'appliquait. Maintenant, on a ce critère SecNum Cloud qui s'applique également. D'où l'importance de suivre la progression des processus de certification des acteurs, ce que nous faisons. À ce stade, la loi SREN n'est pas encore appliquée, puisqu'on attend toujours la publication du décret d'application, mais ça ne devrait pas tarder, je pense. Tout va dépendre des délais de publication de ce décret, mais s'il est publié dans les prochains mois, ça sera sans doute un peu court pour migrer d'ici là vers une solution SecNum Cloud qui n'est pas encore officielle. Mais en tous les cas, moi aujourd'hui, je suis confiante dans notre capacité à opérer cette migration dans le délai imparti par la loi. Voilà. Sur l'annonce de la ministre. Donc la ministre a évoqué le lancement d'un marché. Alors, c'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est un sujet évidemment adhérent. Donc, dans son rapport, dans le rapport piloté par Jérôme Marchand-Hervier, était évoquée l'idée de mettre en place une solution intercalaire. Donc, conscient du temps que les acteurs du secteur pouvaient mettre pour monter en maturité sur les services manquants dans leurs offres cloud, l'idée qui est sous-jacente à cette proposition dans le rapport était de dire est-ce qu'on peut avancer sur la question de l'hébergement de la base principale que vous avez évoquée. Alors, il faut savoir que sur la base principale,
Certes, aujourd'hui, elle est encore hébergée du côté de l'assurance maladie, mais on a mis en place un partenariat avec l'assurance maladie qui fait qu'on travaille main dans la mise en œuvre des extractions et qu'aujourd'hui, on a quand même un dispositif assez fluide de mise à disposition des données aux acteurs depuis fin 2023 et qui a permis de produire plusieurs centaines d'extractions, 300 l'année dernière par exemple. Donc, nous mettons en œuvre nos missions. En revanche, ce n'est pas parfaitement satisfaisant, et ça, tout le monde en a bien conscience. Et donc, l'idée de cette solution intercalaire, c'est de pouvoir copier la base principale dans un système d'information qui serait à la maîtrise du Health Data Hub, dans une solution évidemment souveraine, et qui permettrait à mes équipes d'être totalement autonomes et de ne plus avoir à s'articuler avec celle de l'assurance maladie, même si ça se passe bien aujourd'hui. Donc, par rapport à cet appel d'offres, les travaux ont été initiés il y a quelques mois maintenant, suite à l'arbitrage pris de lancer cette action. Et, simplement, là aussi, pour être précis, quand vous dites il y a quelques mois, c'était... Début d'année. 2025 ? Oui. D'accord. Enfin, consécutivement à l'arbitrage. Donc, il fallait que l'arbitrage soit pris avant que nous puissions lancer les travaux. Et donc, on a fait une phase de sourcing pour cet appel à projet, pour ce marché, pardon. Donc, on a rencontré entre 10 et 15 acteurs. Je ne saurais pas vous donner le chiffre exact, vous me direz si c'est une information utile. Le corpus documentaire est quasiment fini à ce jour. Donc là, dans les prochaines semaines, on sera en mesure de lancer le marché. Donc là, de la même façon... nous sommes intéressés par tous les éléments liés à cette phase de sourçage, okay, préalablement à la publication des documents. Et pensez-vous que cette publication pourrait intervenir avant la fin du mois de juin ? Oui. Eh bien, auquel cas, nous vous en demanderons évidemment immédiatement communication aussi, parce que nous avons prévu de rendre nos conclusions d'ici la fin du mois de juin. Donc ça nous permettra d'être le plus réactif et le plus juste possible. Est-ce que vous voulez que je poursuive sur un sujet en particulier ? Je ne suis pas sûre d'avoir totalement tout couvert de... Je ne sais pas si j'ai tout couvert de ce que vous m'avez dit au début, il y avait beaucoup de choses, mais je suis prête à continuer. Oui, non, mais vous allez avoir beaucoup de questions. Avant de laisser la parole à monsieur le rapporteur, parce que l'une des questions fondamentales quand même qui est posée, c'est au moment où nous parlons sur l'application des législations extraterritoriales. Est-ce que vous pouvez être très clair sur le sujet ? Là, au moment même, s'applique-t-elle concernant nos données de santé avec les conséquences qu'elles emportent. Est-ce que vous pouvez nous confirmer si oui ou non ces législations extraterritoriales, au regard du prestataire qui est à l'œuvre pour l'instant, s'appliquent ? Alors, nous, on a fait 2 analyses juridiques sur ce sujet-là. Qui convergent sur le fait que leur application est très peu crédible dans notre contexte. Et par ailleurs, cette analyse a été confirmée par le Conseil d'État dans ses ordonnances dans divers contentieux qui ont eu lieu consécutivement soit à la publication de textes, soit à des autorisations CNIL. Le Conseil, enfin, tous les contentieux ont été... Enfin, toutes les requêtes ont été... Enfin, les requérants n'ont jamais obtenu gain de cause. Le Conseil d'État a toujours soutenu qu'aujourd'hui, notre contrat avec Microsoft, il est conforme au RGPD et que le risque d'application de ces lois est extrêmement faible nous concernant. On est d'accord que faible, ce n'est pas nul, et que tout l'enjeu de nos travaux, c'est de garantir une étanchéité parfaite sur nos données de santé. Donc, aujourd'hui, de façon très honnête, cette étanchéité parfaite, en toute logique, ne peut pas être garantie. Bah après, on peut rentrer dans les détails et je vous transmettrai les 2 analyses. Si c'est oui ou si c'est non, selon vous. Et parfait, c'est pas 1 ou 2%, c'est 0%. De possibilité que ces législations extraterritoriales s'appliquent, c'est-à-dire qu'il n'y a en réalité même pas besoin de contentieux. Il n'y a pas besoin de procédure particulière.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez... Il n'y a pas besoin de contentieux. Le fait que sur l'ensemble des contentieux qui ont été menés, systématiquement, le Conseil d'État a considéré qu'ils n'étaient pas valables, ce n'est pas une preuve suffisante. Non, mais les gens ont le droit de faire des contentieux s'ils le souhaitent. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas besoin, à la différence de procédures qui existent quand les législations extraterritoriales ne s'appliquent pas, où il faut pouvoir passer par la justice pour obtenir les données. Aujourd'hui, si pour une raison ou pour une autre, l'État fédéral américain exige de Microsoft d'obtenir telle ou telle donnée, d'une part, nous n'en saurons rien. Et l'application de la législation extraterritoriale fait que nous n'avons absolument pas la possibilité de l'empêcher. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous nous confirmez bien qu'il n'y a pas d'étanchéité totale? Non, je ne confirme pas ça. Parce que je pense que c'est un peu simpliste de présenter les choses comme ça. Je vous prie de m'excuser, mais à la fois... je vous remercie. C'est toujours très agréable, mais allez-y. Excusez-moi, le sujet me semble complexe. Je pense que oui, mais on ne le découvre pas. Hein. On a entendu bien d'autres acteurs avant vous aussi. Donc, vous pouvez avoir raison contre tout le monde, mais pour l'instant, toutes les informations qui nous ont été remontées vont dans ce sens-là. OK. En tous les cas, vous avez des législations qui ont un champ d'application. Donc déjà, vous pouvez les prendre chacune tour à tour et regarder si elles s'appliquent dans notre contexte. Je pense que les gens avec qui vous avez discuté dans le cadre de votre commission ne sont pas tous, ne s'expriment pas tous dans le contexte du S-Data Hub. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous, dans notre contexte où les données sont pseudonymisées, où il y a d'importantes garanties contractuelles et techniques, qu'elles ne s'appliquent pas sur un autre cas d'usage qui va par exemple mobiliser des données personnelles nominatives. C'est pour ça que je pense que le sujet il est peu simple et qu'on ne peut pas aussi simplement le résumer. Il y a généralement quand on parle de législation extraterritoriale, on parle de 3 lois, on peut les regarder les 3 et voir si ça s'applique dans notre cas. Nous, l'intérêt du système, c'est qu'on ne manipule que des données pseudonymisées. Donc vous avez déjà certaines législations qui, by design, ne peuvent pas s'appliquer à nous parce qu'elles reposent sur l'utilisation de ce qu'on appelle des sélecteurs, comme par exemple des numéros de téléphone ou des adresses mail ou ce genre de choses. Vous n'avez pas ça dans la base que nous gérons. Ça ne veut pas dire, mon propos ne porte que sur le S-Data Hub. Vous avez peut-être rencontré d'autres cas d'usage pour lesquels il y a tout à fait une application de ces lois-là. Donc moi, en tout cas, je suis tout à fait prête à vous partager ces 2 analyses juridiques pour que vous puissiez voir si ça concorde avec les autres éléments dont vous disposez. Mais aujourd'hui, leur application dans notre champ, dans notre domaine à nous, n'est pas du tout avérée. Par ailleurs, nous avons des garanties contractuelles et ensuite nous avons des garanties techniques. La combinaison de tout ça fait qu'aujourd'hui, quand des gens attaquent pour dire que les données ne sont pas protégées, leur requête est réfutée par le Conseil d'État. Je pense que c'est beaucoup plus fort comme élément de réassurance que ce que moi je pourrais vous dire aujourd'hui devant vous. J'entends simplement les propos que vous avez tenus devant une commission d'enquête sous serment. C'est en citant le Conseil d'État. Vous avez dit que c'était peu probable, vous n'avez pas dit que c'était impossible. Vous dites que ça n'est pas avéré, donc jusqu'à preuve du contraire, je vais m'arrêter là pour laisser la parole à monsieur le rapporteur et aux collègues. Vos explications, Madame la Directrice. Donc j'ai bien compris qu'au départ, vous avez quand même précisé qu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres, qu'une consultation de 10 entreprises. Alors, en effet, non, tout au départ. Tout à fait. Je n'ai pas mentionné ce point-là, vous avez raison, mais vous l'aviez mentionné dans votre introduction, donc je pensais que c'était admis. Du coup, le Microsoft a été acheté via l'UGAP. Non, mais avant. Est-ce que dans votre mission, avant quoi vous avez dit que vous avez consulté? Oui. Bon, alors je vais être plus précis. D'abord, il y a une étude par Capgemini qui a fait la sélection. Alors là, vous m'avez perdu. J'ai perdu, je vais vous retrouver alors. En 2019, il y a une sélection de Capgemini, il me semble, qui a prévalu pour réaliser l'étude d'hébergement. Après, je me demande s'il y a une concurrence par rapport à Capgemini pour choisir ce prestataire. Et on parle quand même à l'époque d'un budget d'1,9 million d'euros alloué à cet audit. Pas de connaissance. Mais à quel audit? Pardon, là, je suis perdu. Oui, au départ, c'est Capgemini qui a créé le cahier des charges. Il y a une audit au départ, non? Non, en fait... alors, je trompe peut-être.
En tous les cas, un consultant Capgemini a fait de la PMO sur le chantier. Parlez en français, PMO. A fait de la coordination des acteurs. Ça me plaît plus. Formaliser les exigences fonctionnelles. Donc il y a bien le Capgemini qui a fait quelque chose. Oui, tout à fait. Mais là, vous êtes en train de dire qu'on a acheté un cahier des charges à Capgemini. Je ne pose pas de question. Il y a Capgemini qui a fait un travail, donc il y a dû quand même avoir un cahier des charges ou un appel d'offres pour mettre Capgemini au départ. Il n'y a pas de cabinet, il n'y a pas de Capgemini dans la planète des audits. Il y a d'autres acteurs. Non, mais ce n'était pas un audit. C'était quoi alors? C'est un accompagnement en maîtrise d'œuvre du projet. Oui, mais 1,9 million, c'est quand même plus haut. C'est un seuil marché important. Donc il y a une mise en concurrence sur la loi européenne, au moins de mettre en concurrence Capgemini avec d'autres. Oui, pourquoi le choix de Capgemini et pas Deloitte ou autre? Parce que, bon, à un moment donné, c'est quand même un choix sur 1,9 million apparemment de budget. On peut avoir un cahier des charges qui met en concurrence plusieurs acteurs. Mais les 1,9 million, vous faites référence à quoi? Parce que je vous donnerai l'occasion. Je pense il faudrait regarder sur quelle période, parce que, en tout cas, c'est pas là juste le chantier de la plateforme technologique, l'appui en consultant pour mettre en œuvre le chantier. Donc, il serait nécessaire de rentrer plus dans les détails pour que je puisse répondre à votre question. En revanche, on le fera par écrit. Comment? On le fera par écrit. Oui, pas de problème. En revanche, ce que je peux vous dire, à la fois pour la prestation Capgemini et celle de Microsoft, on est passé par la centrale d'achat UGAP. Ce n'est pas d'ailleurs les seuls achats qu'on a fait par cette centrale d'achat. Le ministère dispose d'une convention d'adhésion à l'UGAP avant que nous lancions le chantier de préfiguration du HZATEB. Donc ça paraît assez logique d'utiliser les moyens dont s'est doté le ministère pour favoriser l'achat public. Après, les responsables hiérarchiques auraient pu décider de procéder différemment, mais l'avantage de la centrale d'achat, c'est qu'elle a déjà opéré la mise en concurrence précédemment. Donc elle permet de faire bénéficier aux acteurs publics qui adhèrent à cette centrale d'achat et de mutualiser l'effort d'organisation du marché. Donc vous vous reposez sur l'UGAP en tant que prestataire, et vous étiez bien au départ avec un cahier des charges. Pas au départ. Non, mais vous passez par l'UGAP, vous avez donné un cahier des charges au départ quand même pour cet hébergement, non, en fait, les directives, parce que sinon... L'UGAP vous fournit un catalogue de prestations suite à une mise en concurrence qu'il a fait préalablement, c'est-à-dire indépendamment du projet HZATEB, par exemple, qui permet au ministère de consommer cette prestation si elle est pertinente dans le cadre de son projet. Ça, c'est le fonctionnement d'une centrale d'achat, et pas que l'UGAP, d'ailleurs, elle fonctionne toute comme ça. La centrale d'achat, la centrale d'achat anticipe le besoin de ses adhérents. Après, ça peut certainement, et j'imagine que c'est aussi l'objet de vos travaux, que de challenger de discuter ce mécanisme, mais pour les acheteurs publics, c'est très utile. Oui, mais là, pour le coup, nous avons un vrai sujet politique parce que, en effet, vous dites le marché tel qu'il existe, l'enjeu avec des besoins nouveaux, des attentes que vous avez pu rappeler, c'est de pouvoir aussi accompagner la structuration de filières souveraines. Et là, ce n'est pas votre responsabilité directement, c'est évidemment celle des élus, des ministres qui est interrogé la volonté de vouloir véritablement se donner les moyens d'être souverain et autonome, comme les acteurs de la filière nous ont dit pouvoir le faire au cours des dernières semaines. Mais il est certain que si nous raisonnons à périmètre constant, en permanence, nous ferons le constat que ce sont les mêmes qui peuvent répondre et que les autres ne sont pas en capacité de le faire. Tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on donne à un moment de l'impulsion avec les moyens conséquents pour structurer ces filières et leur donner les moyens, en effet, de pouvoir répondre aux attentes ou non. Et le réflexe UGAP, de ce point de vue-là, très clairement, ça n'est pas le bon véhicule. Parce que le véhicule UGAP, c'est à marché constant. Or là, nous parlons bien de filières nouvelles, de besoins nouveaux, mais ça, c'est la responsabilité de la puissance publique, encore une fois, la responsabilité politique. Donc là, on a un vrai sujet qui sera au cœur, de toute façon, de nos préconisations. Je voudrais, si vous l'acceptez, juste rajouter un point là-dessus, parce que, évidemment, je suis totalement d'accord avec vous. Nous, on est dans un rôle d'acheteur public, donc forcément, si on nous dit qu'il faut mettre en place une plateforme d'ici mi-2019 et qu'il y a un marché disponible et qu'en plus, les consultations ont permis de voir que l'acteur qu'on peut acheter est le seul à répondre aux prérequis, on ne va pas se lancer dans autre chose, sauf si la ministre l'avait voulu.
Par contre, pour soutenir la filière, partant du constat qu'il était nécessaire de développer des services managés dans leurs offres, et notamment des services managés de sécurité, là, la DINUM a quand même structuré progressivement au fil des années une vraie politique publique, avec son appel d'offres démonstrateur, enfin, qui s'appelait comme ça initialement, qui s'appelle peut-être un peu différemment maintenant, dont l'ambition était bien d'identifier les besoins techniques. Et nous, LZTAB, nous avons contribué à ce travail. On a participé à beaucoup de travaux de la DINUM pour identifier les priorités, en tout cas du LZTAB. Et ensuite, ils ont lancé cet appel à projet dans le cadre de France 2030 pour soutenir le développement des services managés qui pourraient bénéficier à tous et pas seulement au LZTAB. Et là, je pense qu'on a une machine qui est un levier beaucoup plus efficace que juste un marché du LZTAB qui n'aurait pas permis, on n'est pas doté de suffisamment de moyens pour permettre à des acteurs français de développer tous les services qui leur manquaient. Nous les avons entendus et nous avons pu faire le calcul, le rapporteur lui-même, que rapporté au nombre de projets retenus, les montants qui étaient déployés n'étaient pas du tout suffisants. Je vais revenir un peu en arrière sur votre cahier des charges, puisque c'est quand même vous qui êtes à la demande quand même de regrouper les éléments. Donc à partir de là, vous avez fait un cahier des charges vous-même, après cahier des charges, pour faire votre demande. Le comité technique donc qu'on a vous êtes parti l'ensemble, le comité technique, oui. Le comité technique qu'on a réuni avec les représentants des utilisateurs de la plateforme a permis de formaliser les exigences. Est-ce qu'ils se sont fait aider par un cabinet d'audit qui s'appelle Capgemini? Dites oui ou non? Alors, non, mais est-ce que à l'audit, oui ou non, c'est tout. Vous dites non, c'est non, vous dites oui, c'est oui. Mais est-ce qu'il y a eu une aide par un cabinet extérieur pour vous amener les demandes de décision, quitte après à passer par le GAP? Moi, je veux le démarrage, s'il vous plaît. Oui ou non, c'est tout. Un mot. En tout cas, oui, il y avait un consultant Capgemini qui aidait à faire la mise en œuvre de ce Merci chantier. de répondre. Et est-ce que Capgemini a eu un appel d'offres auparavant pour mettre en concurrence avec d'autres auditeurs qui auraient pu ramener le cahier des charges? Moi, je ne sais pas, c'est quand même un marché, et quand je vous dis à mis en œuvre, je sais de quoi je parle, c'est une certaine somme. Donc on a pris Capgemini sur la tablette avec un mis en œuvre en disant c'est eux et pas personne d'autre. On n'a pas cherché à voir qui pouvait répondre d'un pré-appel d'offres déjà du cahier des charges avant de passer à l'appel d'offres. C'est ça que je veux savoir. Dites oui ou non, c'est tout. Après, Non, on est passé par le GAP. Non, ça ne vient pas après. Non, vous venez bien de me dire, moi j'entends mal, vous venez de me dire qu'il y a eu Capgemini qui vous a aidé à réaliser... Les conditions dans lesquelles il a été fait appel à Capgemini. En fait, c'est vraiment ça la question, les conditions contractuelles, financières. Est-ce qu'il s'agit d'un contrat plus large d'accompagnement du ministère? Ça pourrait être le cas avec des droits de tirage. Est-ce que c'est une prestation spécifique? Si oui, de quelle manière ce contrat a-t-il été formalisé et avec quel montant alloué? Voilà, les questions, mais encore une fois, si là vous ne pouvez pas nous apporter la réponse, moi je le veux, vous le fournirez. Non, mais vous nous le fournirez après. Non, mais si d'aventure elle n'est pas en mesure, Madame la directrice, si vous n'êtes pas en mesure de nous donner ces éléments-là. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a un véhicule contractuel, mais je préfère quand même vérifier très précisément, parce que bon, ça date quand même de 2018, le nom de la prestation et son montant si ça vous va. C'était bien avant, quoi. Ils ont aidé dans le cahier des charges de départ, avant de passer l'appel d'offres. Je ne comprends pas votre raisonnement. Et en fait, il y a eu deux... Il y a eu deux véhicules contractuels, c'est pour ça que je préfère vérifier avant de vous confirmer, qui étaient activables au ministère. Il y avait un marché de mémoire, il me semble, qui était interministériel et qui permettait de recourir à Capgemini. Mais je vérifierai, je préfère vous dire ça. Et il y avait l'UGAP. Donc, mais on n'a pas consommé que Microsoft via l'UGAP, on a consommé d'autres prestations. Donc, en fait, il y a différents véhicules contractuels. Mais là, la question, c'est vraiment sur l'appel qui a été fait à Capgemini. C'est vraiment les questions de monsieur le rapporteur, c'est sur les conditions contractuelle financière de l'appel à Capgemini. Alors est-ce que, encore une fois, c'est un marché global qui lie le ministère en matière de maîtrise d'œuvre et qui inclurait la réflexion sur le Health Data Hub? Ça peut être une hypothèse ou ça peut être un marché spécifique. Dans quelles conditions a-t-il été conclu et à quel prix? Donc, encore une fois, on a bien compris que vous aviez besoin de vérifier les informations. Nous vous les demanderons évidemment dans les meilleurs délais. Très bien. Madame Morin-Desailly.
Tout d'abord, Madame la directrice, je vous demanderai de bien vouloir parler de la plateforme des données de santé, parce que le HDH, Health Data Hub, c'est terminé. Ça a été d'ailleurs réglé en justice, cette affaire. Une association de défense de la francophonie a déposé plainte et ça a été traité, ça a été réglé. Donc il faut parler de la plateforme des données de santé. Alors je ne vous porte pas responsable de l'appellation de la plateforme à son origine, puisque forcément ça relève du ministère concerné. Mais tout de même, nous sommes l'année où nous fêtons les 30 ans de la loi Toubon, et les acronymes et les anglicismes, je crois que ça suffit. Voilà, je le dis assez fermement. Ici, dans cette maison, on a fait beaucoup de travaux sur la question, et je pense que la souveraineté commence par la souveraineté culturelle et linguistique. Voilà, c'est dit. Merci. Dans les missions que vous avez décrites au tout début de votre propos, portant sur l'objectif de cette plateforme des données de santé, le pourquoi du comment. Vous avez beaucoup parlé d'être à la pointe de l'innovation en matière de traitement des données de santé, de progrès pour la médecine, des intentions bien sûr tout à fait louables. En revanche, dans les objectifs à atteindre, j'ai peu entendu cette notion que la donnée était un actif stratégique majeur. À ce titre, elle méritait sans doute d'être regardée de près et protégée, qu'elle relève à la fois d'un domaine stratégique économiquement parlant, le secteur prudentiel et assurantiel, tous les développements possibles de traitement de la donnée de santé au-delà de la médecine, proprement dite, mais également la donnée en tant que propriété finalement intime de chaque individu que nous représentons. C'est pour ça que je m'étonne qu'à l'époque, peut-être pouvez-vous nous éclairer, pourquoi au moment où on réfléchit, et vous faites partie de la mission de préfiguration avec de nombreux chercheurs du CNRS, de l'INRIA, etc., pourquoi on ne se retourne pas à un moment donné vers la représentation nationale pour conduire un débat sur cette question, d'autant que c'est un projet très novateur. Donc première question, quels sont les liens avec Monsieur Haut Conseiller numérique du président de la République à l'époque, justement dans la préconisation du choix de Microsoft, en tout cas dans la finalisation de ce choix, je le rappelle, sans appel d'offres spécifique. Alors, si vous pouviez nous donner en effet la liste des entreprises qui ont été sollicitées comme cette revue qui a été établie, d'après ce que vous nous dites au préalable, pour vérifier leur fonctionnalité, leur capacité à sécuriser des données, etc. Ce serait très intéressant, parce que beaucoup se sont émus auprès de nous à l'époque, en 2020, de ne pas avoir été consultés du tout, d'une aucune manière que ce soit. Bernard Charlès, pour citer de Dassault Systèmes, s'en est même plaint directement au président de la République. Donc pourquoi certains se plaignent de ne pas avoir été consultés, et sans doute pas des moindres. Donc ça, c'est une première série de questions. Pourquoi vous nous dites, à juste titre, et je relevais des propos dans une interview que vous avez donnée il y a 4 ans, où vous parlez, bien entendu, de robustesse. Il est important d'avoir des solutions en matière de cybersécurité très robustes. Et vous nous parlez, là, tout à l'heure, vous nous avez dit que la réversibilité, du coup, a été conçue d'emblée aussi comme étant intégrée à la solution choisie. Pourquoi le 16 juillet 2020, c'est le jour où j'interpelle d'ailleurs Cédrico sur le choix de Microsoft, le jour où est invalidé l'accord de transfert des données des Européens vers les États-Unis, le Privacy Shield. Pourquoi on ne s'attaque pas immédiatement, alors que la doctrine cloud au centre, la certification SecNumCloud n'existait pas à l'époque? Pourquoi on ne s'attaque pas immédiatement à trouver une solution alternative via justement un appel d'offres en bonne et due forme qui intégrerait cette préoccupation de sécurisation des données qui ne sont plus du tout protégées, puisque l'accord de transfert des données des Européens est invalidé. Donc on a été dans un vide juridique pendant un certain nombre d'années, avant que M. Biden vienne re-signer un accord avec Mme Ursula von der Leyen, sans qu'il change d'ailleurs beaucoup. Pourquoi on ne travaille pas d'emblée à cette réversibilité, alors qu'il y avait sans doute des solutions? C'est une première série de questions, j'en aurai une deuxième après. Madame la directrice. Je voulais juste regarder si je n'avais pas la liste sous les yeux
des acteurs, mais je ne la retrouve pas directement. Parce que... Alors, donc, fin 2018, à partir de fin 2018, on a rencontré Thales, Santeos, OVH, DocaPost, Orange, TerraLab, l'Institut Pasteur, le CSD, le Jansi, Outscale, Sagi, Amazon, Google, Microsoft. Donc je suis un petit peu étonnée pour le point sur Dassault Systèmes. Je pourrais vous les renvoyer si vous le souhaitez. Donc sur le fait que les données représentent un actif stratégique qui mérite d'être protégé, je ne peux que être d'accord avec vous. Et à vrai dire, dans les derniers temps, ce qui revenait assez souvent dans le débat, c'était de savoir comment trouver le curseur entre souveraineté et sécurité. Parce que la sécurité de la plateforme qui héberge aujourd'hui les données de santé, elle est de très haut niveau et ça a été reconnu par de très nombreux acteurs. Vous pouvez le trouver écrit dans des communications de la CNIL, dans l'avis de la DINUM lorsqu'elle a rendu son avis. Excusez-moi, je suis à la CNIL, c'est pas tout à fait l'avis de la CNIL. Je suis administratrice de la CNIL. Ok. En tous les cas, vous pouvez aussi, c'est aussi ce que disait l'ANSSI, c'est aussi ce qui ressort de nos audits de sécurité. Et donc, et ce qui a été reconnu par le Conseil d'État. Donc, ce qui est généralement reproché, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir vu ressortir du débat ces dernières années, c'est de dire, pourrait-on renoncer à un petit peu de sécurité pour plus de souveraineté? Parce que les enjeux ne sont pas tout à fait de même nature, et je ne suis pas en train de dire... Mais c'est pas pour dire ça, les acteurs français sont aussi sécuritaires que les autres. Pourquoi renoncer à une sécurité? Quelle sécurité? Pourquoi renoncer à plus de sécurité pour de souveraineté? Je ne comprends pas bien votre position, là. On ne va pas avoir la sécurité française? Ce n'est pas ma position, puisque justement, nous n'avons pas renoncé à la sécurité, ou à aucun moment. Moi, je suis obligée de vous contredire, pardonnez-moi, d'abord parce que je suis administratrice de la CNIL, et vous savez très bien que la CNIL avait besoin d'être saisie pour autoriser la poursuite, en fait, de la gestion de la plateforme. C'était un peu avant 2020, parce que cette question d'avoir confié à Microsoft son appel d'offres spécifique, son débat parlementaire, ça a fait beaucoup de buzz, à tel point que la plateforme elle a été mise un peu en sommeil, en suspens, peu avant l'élection présidentielle de 2020, car il fallait demander en effet l'habilitation de la CNIL qui ne voulait pas la donner. Vous le savez très bien, pour des raisons, en réalité, de sécurité. Parce que, contrairement à ce que vous affirmez, je suis désolée de vous contredire, nous sommes des législateurs dont nous connaissons la loi, y compris les lois étrangères. La loi FISA, qui s'applique depuis 1978 et qui est régulièrement reconduite, la loi visant à lutter contre l'espionnage aux États-Unis. Les meilleurs juristes, les meilleurs spécialistes en cybersécurité vous le disent. Quoi qu'il en soit, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, que ce soit Azure, sur requête de l'État fédéral, les DSI sont obligés de transférer les données des Européens vers l'État fédéral, en tout cas qui le demande. Encore plus aujourd'hui, d'ailleurs, vu la situation politique qu'elle a changé. Et que la commission qui est chargée d'examiner les requêtes de l'État fédéral a 80% dit oui à ces demandes de transfert. Donc, ils ne vous le disent pas, mais chez ces prestataires, chez un Microsoft, chez un Google, chez un AWS, ils sont obligés de transférer. Donc, c'est un fantasme que de dire d'ailleurs que la certification Signum Cloud, si elle leur était accordée, préserverait des lois extraterritoriales. Combien même les données sont pseudonymisées. D'abord parce qu'on peut toujours par recoupement ressortir l'identité des données. Donc on n'a pas le temps de rentrer dans les débats techniques, mais les meilleurs spécialistes, et d'ailleurs, quelles sont les études juridiques qui vous disent, vous parlez sans arrêt du Conseil d'État, mais jusqu'à présent, moi j'ai beaucoup de respect pour le Conseil d'État, mais ce ne sont pas des techniciens ou des juristes spécialistes de la question qui est très pointue, c'est pas simple, vous l'avez dit. Mais quelles sont ces études juridiques? J'aimerais bien les connaître. Moi je vous dis... voilà, que c'est pas possible. Tout le monde vous savez bien que tout le monde s'émeut de cela aujourd'hui. Donc, pourquoi, justement, à partir du moment où c'est invalidé l'accord de transfert des données, pourquoi on ne va pas vers la réversibilité immédiatement en intégrant
à des appels d'offres des critères de sécurisation complète des données des Français. Ce sont nos données à nous. Hein, voilà. Et du coup, de souveraineté, d'autonomie stratégique et de protection maximale. Pourquoi aussi, deuxième question, c'est ce que nous disent l'ensemble des acteurs du secteur, qui sont très nombreux, que nous avons auditionnés longuement, qui s'interrogent tous sur les biais qu'ils observent entre les modalités de sélection qui leur sont appliquées par la plateforme des données de santé et celles bénéficiant à Microsoft Azure ou AWS. Selon des témoignages requis, c'est ce que j'écrivais à la Première ministre le 18 décembre 2023, j'avais eu donc des témoignages, le sentiment général, c'est que la plateforme des données de santé, et peut-être aussi Adinum, entend démontrer par tous les moyens qu'ils ne sont pas en capacité de répondre à ces exigences. Donc, ça se traduit par la multiplication des critères. Pourquoi on démultiplie les critères, plus de 200, des cas d'usage 466, répétitifs, parfois contradictoires, et par l'obligation de suivre une procédure complexe avec des exigences qui sont modifiées au fil des semaines, le tout dans des délais très courts, tellement courts qu'ils n'ont pas le temps de s'organiser pour répondre aux appels d'offres, comme si on voulait à tout prix, de toute façon, maintenir... Vous êtes en train de décrire leur témoignage vis-à-vis de l'audit qui a été fait par la DNS à la demande de la CNIL, dans les délais imposés par la CNIL, fin 2023. Nous, on n'y peut rien. Ce n'est pas des conditions pour analyser les offreurs de technologie. Moi, je suis d'accord avec vous. Donc là, on n'était pas du tout dans le cadre d'un appel d'offres. De toute façon, les procédures formalisées, les délais légaux, ils sont quand même fixés pour que les gens puissent répondre. Donc, c'est pas... nous n'étions absolument pas en charge des délais qui ont été imposés à ces entreprises pour faire savoir si elles pouvaient ou non répondre à ces exigences-là. Mais, enfin... Alors, maintenant... Et après, juste, pardon, je voudrais répondre à votre autre question, parce que finalement, là, je n'ai pas la possibilité de vous répondre, mais vous évoquez donc le Privacy Shield, qui permettait d'encadrer les transferts de données, ce qu'il n'y a pas, hein, parce que juste avant, vous me parlez d'accès non autorisé. Donc, il n'y a pas vraiment de rapport. En tout cas, si vous voulez des solutions totalement immunes entre le Privacy Shield, dans tous les cas, il y a de nouveau un DPF et on veut quand même de la souveraineté, sauf erreur de ma part. Donc, je ne vois pas bien le lien que vous faites avec la décision de juillet 2020. Et ensuite, quand vous dites je ne comprends pas pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas mis tous nos efforts pour soutenir les industries de la souveraineté numérique. Je suis navrée, mais là, je ne comprends plus à quel titre j'interviens dans l'échange. Parce que moi, je suis directrice de la plateforme des données de santé. Donc, nous, on est acheteurs publics. On achète des solutions qui respectent des exigences qui sont dans les textes. Donc, ensuite, il y a des institutions qui ne sont peut-être pas si expertes que ça, qui ordonnent des choses dans des contextes contentieux. Ben, moi, j'ai encore la faiblesse de penser qu'elles ont raison et que c'est leur travail. Et ensuite, nous avons agi comme un acteur constructif. Nous avons fait des études de marché, le Health Data Hub. Pas la DINUM, pas la DGE, le Health Data Hub, la plateforme des données de santé. L'audit qui a été piloté par la DNS dans les conditions que vous venez de décrire, qui était certes insatisfaisante, mais qui a eu le bénéfice d'éclairer des choses, a été fait fin 2023. Fin 2023, alors que le sujet date depuis 2019. Et l'état des lieux de la DINUM, 4 ans plus tard. C'est 2024. Donc, nous, on a contribué, les équipes techniques du Health Data Hub, qui avaient beaucoup de choses à faire par ailleurs, parce qu'on est en plein de construction d'une structure, ce qui est un challenge à de multiples niveaux, ont contribué aux travaux de la DINUM de manière constructive, et notamment à la mise en place du démonstrateur, pour soutenir l'écosystème du cloud français. Vous avez proposé pour le cloud français au départ? On a contribué aux travaux de la DINUM autour de sa politique publique de soutien à l'écosystème du cloud français. Et ça n'a pas été repris après? Bah, c'est en cours. Mais depuis 2025, ça. Mais non, les travaux sur le démonstrateur, ça fait déjà 2 ans.
C'est l'appel à projet, là, qui est en cours. Oui, ça d'ailleurs, parlons de ça. On le doit d'ailleurs aux législateurs, pardonnez-moi, parce que si le Parlement, en tout cas sous l'impulsion du Sénat, n'avait pas bougé sur ces questions de souveraineté, d'autonomie stratégique, de préoccupation, précisément du soutien aussi à comment dirais-je, un écosystème français et européen pour des questions de souveraineté et des lois que nous avons évoquées, ça n'aurait pas beaucoup bougé. Donc finalement, la Première ministre a été contrainte de diffuser une circulaire enjoignant les services, les différents services des ministères et opérateurs d'État associés, dont vous faites partie finalement, hein, autant que faire se peut désormais d'avoir recours à des solutions souveraines pour des données identifiées comme sensibles. Ce que nous avons traduit nous-mêmes, et ça vient du Sénat, dans la loi SREN, article 31. Et je crois qu'il ne faut pas attendre d'ailleurs les décrets d'application pour se mettre en ordre de marche et anticiper immédiatement la migration. Parce qu'ils ont beaucoup de retard déjà, les décrets d'application. On est ému auprès de la ministre, ça va être conclu dans le mois, on devra une réunion sur le sujet. Mais ce que je voulais vous dire et vous répondre, quand vous nous dites que vous ne voyez pas le rapport avec l'invalidation du Privacy Shield le 16 juillet 2020, si, c'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, on pouvait se dire avoir recours à des acteurs extra-européens, en tout cas américains, qui appliquent FISA, ils sont appliqués FISA, bon, il y a quand même encore un cadre juridique soi-disant protecteur européen, mais là, il n'y en a plus du tout. Donc, vous portez à votre niveau, bien entendu, il y a la responsabilité politique au sein de votre ministère, mais de ne pas être alerté par une situation dans laquelle on se trouve, qu'on dénonçait déjà, hein, d'illégalité en quelque sorte, non pas d'illégalité, mais de non-protection des données. Voilà. Encore plus, à partir de ce moment-là, il fallait se poser la question immédiatement de la réversibilité et d'engager, voilà, d'anticiper, d'engager et d'alerter. Voilà, c'est tout ce que vous voulez dire. Vous portez à votre niveau une forme de responsabilité comme à titre de préfiguration de cette plateforme au démarrage, les choix qui ont été faits à chaque étape. Je suis désolé de le dire. Monsieur le rapporteur. Oui, une dernière question. Je voudrais revenir un petit peu sur le choix de Capgemini. C'est vous ou l'adresse qui a choisi Capgemini dans l'audit de départ? Moi, Stéphanie Combe. Oui. Non, moi, je n'étais pas chargée de prendre des décisions à l'adresse. D'accord. Et Madame que Morin-Desailly. peut-on, dernière question, Monsieur le Président, merci de votre patience. Dernière question, parce que voilà ce qui se dit. De toute façon, la plateforme des données de santé voudra toujours continuer à travailler avec Microsoft. On sait que l'offre bleue, c'est Capgemini, justement, donc peut-être conflit d'intérêts, hein, s'ils ont été je veux savoir. voilà, cabinet de conseil, cabinet d'études. On les retrouve dans une offre soi-disant souveraine qui sera peut-être certifiée SecNumCloud, avec Bleu et Microsoft. Donc on continue à faire travailler Microsoft. Il y a le projet NumSpot aussi, qui candidate aussi à la labellisation SecNumCloud. Donc est-ce qu'on va enfin avoir un appel d'offres en bonne et due forme qui va prendre en compte cette dimension pour nous stratégique et nécessaire d'abord de faire appel au plus large panel possible, Monsieur le Président, et en même temps intégrer ces critères pour être conforme à la loi? En tous les cas, il faudra bien sécuriser l'achat de la solution SecNumCloud sur laquelle on va migrer. Donc là, à l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler sur l'appel d'offres de la solution intercalaire à ce stade. Mais la migration arrivera juste après. Nous sommes dépendants de l'émergence de ces solutions. Je comprends que tout le monde puisse trouver ça lent. Nous, les premiers, au final, parce que si moi, aujourd'hui, j'ai à répondre sur ce type de sujet en permanence, c'est bien parce que les solutions elles n'ont pas été disponibles, parce que sinon, j'aurais pu m'appuyer dessus et nous ne parlerions pas de ça aujourd'hui. Donc, on a quand même un regard Monsieur le rapporteur. inversé par les gens qui nous disent on ne nous a pas bien consultés. On a des gens comme Exatrust ou d'autres qui nous disent on a les solutions, on les a. Donc on va essayer de comprendre un peu les positions, mais tout le monde nous dit, tout ce qu'on a auditionné dans les privés, ils sont tous capables de nous dire oui, on peut le faire. Sauf qu'on a biaisé les choses au départ. L'appel d'offres, s'il y en a eu un, d'ailleurs c'est toujours se rappeler s'il y en a eu un, bon, on ira voir le gars de plus près, comment on a fait pour compresser les délais, comment on a fait pour changer la donne au fur et à mesure pour que ça atterrisse là où on voulait peut-être que ça atterrisse. Donc c'est peut-être pas votre problème, c'est le nôtre. Mais ces gens nous répètent, les différents acteurs, qu'on peut le faire.
Et moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est cette commande qu'on a donnée, qui est quand même un montant de combien, la commande de l'UGAP pour les données de santé? C'est combien de millions? Au lieu de faire travailler des gens qui sont en capacité de le faire. À l'adresse, c'était moins de 200 000 euros, hein, le bon de commande. Pardon? C'était quelques centaines de milliers d'euros, le bon de commande. Non, mais le marché global de l'hébergement est plus cher que ça, il est plus important. Ça, il faut que vous voyez avec l'UGAP. 80 millions, pardon, c'est quand même une masse qui aurait pu permettre de mais rejaillir. là, vous parlez de l'UGAP, du coup. Vous ne parlez même non, pas je du parle pas de vous, ministère. non, Enfin, mais moi, attention je quand même, vois le parce mécanisme de qu'il départ, n'y a pas que le ministère de la Santé qui peut consommer du Microsoft à l'UGAP à l'époque. Je ne sais d'ailleurs pas si le marché existe encore. Moi, je suis à votre disposition, au cas par cas, entreprise par entreprise, pour vous dire les services qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'ont toujours pas à l'époque, et donc qu'ils n'avaient a fortiori pas il y a quelques années. Parce que les études, elles existent. On peut vous les fournir. Il y en a un certain nombre qui sont déjà publiés parce qu'il y a eu des demandes d'ouverture de ces documents, ce qui est tout à fait légitime. Moi, je suis à votre disposition pour vous répondre au cas par cas. Parce que là, je ne peux pas avancer différemment. C'est pas une question de parole contre parole, à un moment donné. On parle vraiment de services précis, de sécurité. Est-ce qu'ils existent ou non? Vous devrez être capable d'objectiver ça. Oui, étant entendu, ça nous a bien été rappelé par des acteurs et nous avons l'occasion aussi de pratiquer ce sujet aussi en tant qu'élus locaux, que beaucoup dépend de la façon dont les choses sont rédigées. C'est-à-dire que pour un même objectif, vous pouvez orienter. Enfin, là, honnêtement, on a rencontré les acteurs de la filière. Encore une fois, vous pouvez tout à fait considérer, c'est votre droit, que nous sommes ignares en la matière. Nous avons la prétention de penser, en tout état de cause, au regard de ce qui nous a été confirmé par les entreprises et les organisations professionnelles qui les représentent, et heureusement d'ailleurs qu'il y a possibilité d'orienter d'une façon ou d'une autre les choix qui sont ensuite opérés. Donc là, pour être tout à fait clair, parce que nous devons mettre un terme à cette audition, nous vous demanderons évidemment différentes étapes, tous les éléments liés au choix de Capgemini, la communication des études qui ont été réalisées et qui ont présidé au choix final de la solution portée par Microsoft. Nous entendons bien aussi, et là votre message est très clair, nous n'avions pas de doute en la matière, qu'il y a des responsabilités à établir aussi bien du côté de l'UGAP que des ministères. Ça c'est très clair, ce n'est pas de votre ressort personnel, mais c'est de notre responsabilité de savoir précisément qui a fait quoi dans ce processus. Ensuite, sur le Health Data Hub, parce que pour rebondir sur la remarque de notre collègue Catherine Morin-Desailly, le site internet, en l'occurrence, c'est bien l'adresse web qui est rédigée de la sorte, et c'est même le logo et le nom qui est sur le site internet. Donc là aussi, c'est un détail, mais il importera de faire le nécessaire. Sur le budget, moi j'entends bien quand vous renvoyez à l'UGAP, mais malgré tout, au-delà du droit de tirage, il y a bien des lignes budgétaires qui sont visibles. Donc nous demanderons précisément les sommes dont il est question, évidemment pour Capgemini, pour Microsoft, au regard des services qui sont demandés par la plateforme des données de santé. Et puis, dernière question pour terminer. Aujourd'hui, où sont physiquement hébergées les données de santé de la plateforme des données de santé ? Vous voulez l'adresse du data center de Microsoft? Pardon, oui. En France, région parisienne, je ne peux pas vous donner l'adresse exacte. D'accord. Uniquement, enfin physiquement hébergé en France? Oui. D'accord. Très bien. Donc là aussi, on demandera les précisions utiles et les documents nécessaires. Nous vous remercions. Nous aurons donc l'occasion de poursuivre ces échanges par écrit au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Nous vous demanderons évidemment dans les meilleurs délais de pouvoir nous transmettre les informations et les documents qui ont été évoqués par les collègues et par moi-même. Merci, Madame la Directrice. Merci à vous pour votre écoute.